Alors, merci beaucoup, Carl. Écoutez, merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente de pouvoir vous présenter un peu l'objectif de ma recherche aussi. C'est un sujet, bien sûr, qui me tenait à cœur parce que justement, je suis auditrice télé, donc puis l'IA un peu partout. Donc, alors, je vais vous présenter un peu le plan de la présentation. On va commencer un petit peu avec l'histoire de l'IA pour un peu vous mettre en contexte justement comment on est arrivé là aujourd'hui. Puis je vous rassure, je ne suis pas une experte en intelligence artificielle. Ensuite, les types d'IA qui existent aussi pour vraiment mettre le focus sur le type d'IA qu'on utilise en tout cas de nos jours. Ensuite, les opportunités, les avantages au niveau vraiment de l'environnement économique. Ensuite, on parlait des enjeux parce que comme tout outil qui existe, il y a des enjeux. Et ensuite, on va aller tout ce qui est la sécurité du système aussi parce que ça nous touche également. Et là, on va rentrer vraiment dans vraiment ce qui nous touche le vif du sujet, le monde de l'audit et de l'IA générative, en fait. Et vous allez comprendre pourquoi je mets le focus sur l'IA générative pour ce dernier point. Alors, pour la suite, donc, quelques dates importantes un peu. Sans retourner, je vous ai épargné l'histoire des premiers ordinateurs, mais en 1936, c'est l'introduction de la machine de Turing par Turing, qui était un mathématicien britannique et scientifique. Donc, il a introduit ce qu'il appelait à l'époque la machine abstraite, qui était capable de faire un algorithme à la fois, qui plus tard a été appelée justement nommée cette fameuse machine de Turing. En 1950, il a introduit également ce qu'on appelle le test Turing, qui est vraiment une mesure d'intelligence d'une machine. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore utilisé euh, c'est encore une mesure qui est utilisée justement pour mesurer le niveau d'intelligence d'une machine. En 52, et là, on a les premiers programmes d'échecs avancés. C'est des versions vraiment, ce que vous voyez, il y a une capacité d'apprentissage qui augmente après chaque partie. Puis, c'est considéré comme étant probablement une des premières applications pratiques, justement, de l'IA. Puis à partir de maintenant, je vais arrêter de dire intelligence artificielle, on va aller avec IA, tout simplement. Et ce serait la première, justement, application pratique de l'IA. En 56, on voit, premièrement, c'est la première fois que l'IA est utilisée avec un ordinateur. Et également, c'est la première fois qu'on parle du terme IA lors d'une conférence qui s'appelait le Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Donc, c'est la première fois qu'on vraiment utilisé le terme intelligence artificielle. En 1959, on a la création du premier laboratoire d'IA au MIT, au Massachusetts Institute of Technology. Donc là, c'est là qu'elle est créée par les gens qui étaient, puis je connais un peu l'histoire, McCarthy et Lindsay, qui sont considérés comme étant les pères de l'intelligence artificielle. 55, on arrive avec ce qu'on appelle l'algorithme d'apprentissage profond. J'espère que je vous apprends rien si je vous dis vraiment comment fonctionne un peu l'IA. Si jamais vous avez des questions, ça fera plaisir d'y répondre par la suite pour un peu comprendre un peu le fonctionnement ou des fois les subtilités. Ensuite, on arrive en 1980. Là, on commence vraiment à avoir des publications de la recherche pour la neurocognition, savoir comment justement l'intelligence artificielle peut avoir un comportement qui se ressemble justement à l'intelligence humaine. Et ensuite, en 2020, en février 2020, Microsoft arrive avec un langage qu'il appelait le TL, le TNLG, qui était comme un peu un nouvel outil. Et la même année, OpenAI arrive avec GPT-3. Et GPT-3 s'est trouvé à avoir une capacité 10 fois plus grande que le TNLG. Donc là, c'est vraiment quelque chose. Et en 2022, je pense que tout le monde le sait, arrive la version GPT 3.5 qui est ChatGPT qui introduit à tout le monde. Et à ce moment-là, et depuis vers 2026, nous avons tous ces nombreux outils qui existent, que ce soit Copilot de Microsoft, Gemini de Google et bien d'autres qui existent maintenant, qui sont à notre disposition de façon gratuite ou non. Alors, après cette brève histoire, on va différencier les types d'IA qui existent en fait. Ils sont souvent catégorisés soit en fonction de leur capacité ou en fonction de leur fonctionnalité. Par capacité, on a ce qu'on appelle l'IA étroite.
Puis je vais vous décrire un peu ça après par la suite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'IA générale, la super IA. Et les types d'IA par fonctionnalité, on a l'IA réactive, euh, l'IA à mémoire limitée, la théorie de l'esprit de l'IA et l'IA consciente d'elle-même. Donc, les IA par capacité, mais l'IA étroite. L'IA étroite, c'est ben, ce qu'on dirait que c'est la seule IA qui existe en fait pour le moment. Euh, et vous devez comprendre pourquoi je dis c'est la seule IA qui existe pour le moment. C'est appelé aussi l'IA faible, qui souvent, c'est qu'elle est en mesure de faire une tâche simple ou plusieurs tâches simples, en fait, plus rapidement que la pensée humaine. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'IA générale, qui est un concept encore théorique, qui est appelé aussi IA forte. Puis elle aurait vraiment cette capacité d'apprendre, puis de reproduire ou de faire une tâche telle qu'un humain serait capable de le faire. Donc, comme nous, grosso modo. Et la super IA, qui est aussi un concept théorique, c'est qu'on arrivera à un point où ce que l'IA serait en mesure de pouvoir surpasser les capacités intellectuelles humaines. Ensuite, les IA par type d'IA par fonctionnalité, on a ce qu'on appelle l'IA réactive, qui est vraiment capable d'analyser une grande quantité de données, puis qui utilise des statistiques pour reproduire l'information qui paraît ben, intelligible. Donc, par exemple, les moteurs de recherche que nous utilisons, par exemple, pour ne pas nommer Netflix comme par contre, mais les recommandations qu'ils ont faites basées sur votre historique de visionnement, ça, c'est ce qu'on considère comme étant de l'IA réactive. Ensuite, on a l'IA à mémoire limitée, donc ben, qui peut être également appelée également IA générative. Et ça permet d'aller chercher des décisions, des résultats récents qui sont disponibles dans sa mémoire parce que oui, l'IA a une certaine capacité. En tout cas, pour le moment, elle a une capacité qui n'est pas infinie. Donc, elle est capable d'aller chercher les informations qui contiennent entre elles. Et j'ai utilisé ici le terme de IA générative. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle, ben, vous connaissez les applications telles que ChatGPT, Gemini et bien d'autres euh, qui existent. Et ces deux types d'IA par fonctionnalité sont considérés comme étant des IA étroites. Donc, je vous ramène un peu à la notion un peu de type d'IA qui existe. C'est considéré comme une IA étroite, basé sur au niveau de sa capacité. Les autres types, il y a la théorie de l'esprit de l'IA, qui est encore au niveau de concept théorique. Donc, ça serait vraiment capable de simuler ben, notre comportement humain. Donc, nos comportements, nos pensées humaines, ben, cette théorie de l'esprit d'IA serait capable de se comporter exactement comme un humain. Et pour ce qui est de l'IA consciente d'elle-même, ben, en ce moment-là, ce sera également un composite théorique, puis sera en mesure de pouvoir intégrer les applications de super IA dont on a parlé précédemment, qui seraient capables de surpasser les compétences déjà humaines. Et ça, c'est considéré comme étant l'IA générale. Alors, dans le vif du sujet, un peu, ben, les opportunités, les avantages, ben, comme vous le savez, on trouve ça partout, que ce soit dans tous les milieux, bancaires, éducation, dans notre domaine du monde de l'économie, manufacturière, santé. Je ne sais pas si vous avez récemment été chez le médecin, puis j'espère que c'était pour juste un check-up et non rien de grave. Mais par exemple, les médecins ont commencé à appliquer des applications pour vraiment prendre en note à leur place pendant qu'ils regardent un patient, faire des résumés, et ainsi de suite et puis dans toutes sortes de services, que ce soit service à la clientèle, les gens passent. Donc, il y a beaucoup ben là, c'est vraiment au niveau de ma recherche que je trouvais, ben, ça a aidé à développer des produits, l'enrichissement, par exemple, de l'expérience client, la productivité des employés, puis on va en parler un peu plus en détail, un peu plus loin quand on veut parler vraiment dans le domaine de l'audit. Mais là, c'est quelque chose qui ont été remarquées, qui sont utilisées au niveau de l'IA et les améliorations qui ont été vraiment observées. Euh, Malheureusement, il n'y a pas que des choses positives par rapport à l'IA, mais bon, ça vient avec toute chose. Il y a toujours des côtés plus positifs, des côtés plus négatifs. Et il y a des enjeux qui ont été, que ce soit au niveau éthique, au niveau social, au niveau légal, au niveau de l'IA générative. Puis, je ne sais pas si j'ai pris la peine de le mentionner un peu plus tôt,
mais le focus est vraiment sur l'IA générative, sur lequel on se penche à partir de maintenant, malgré l'historique que je vous ai fait un peu plus tôt. Fait qu'au niveau des hallucinations, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, les fameuses hallucinations. J'ai quelques exemples pour vous, puis je pense que je sais pas si certains d'entre vous, je suis coupable de ça, mais bon, des fois, je passe un peu, peut-être un peu trop sur Instagram, mais je sais pas si d'entre vous ont vu, par exemple, l'exemple qui est sorti récemment, quand les gens vont sur ChatGPT, puis demandent à ChatGPT, il y a combien de R dans le mot strawberry, le mot fraise en anglais? Et c'est bon, c'est un peu cocasse, mais on se rend compte qu'il y a une citation parce que l'application elle affirme qu'il n'y en a seulement que deux, même s'il est capable de les plier euh, correctement. Et bon, je m'égare un peu là, c'est un peu cocasse comme exemple, mais dans des exemples un peu plus sérieux que je vous ai mis à l'écran. Par exemple, bon, je sais pas, pour ne pas nommer cette firme, mais je pense que vous avez entendu parler de rapports qui ont été faits par une firme qui contenaient des hallucinations, soit des erreurs ou justement des choses inventées. Donc, c'est des choses qui se sont arrivées. Ou dans le cas de le premier que j'avais trouvé bon, un peu plus rigolo, où ce que c'est dans des vacances, on propose une liste pour aller lire sur la plage pour ceux qui ont la chance d'y aller. Je pense que plusieurs d'entre nous aimeraient y être avec la température qu'on vit en ce moment ces jours-ci. Mais un journaliste indépendant a décidé de faire une liste avec l'aide de l'IA. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a plusieurs livres qui ont jamais été faits, en fait. Ces livres n'existaient juste pas. Heureusement, les auteurs existaient pour vrai, mais ces livres-là ont jamais été écrits, encore moins publiés. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que bon, c'est moins intéressant. Et je pense que ce qui euh, euh, peut être préoccupant au niveau des hallucinations aussi, et de ne pas comprendre comment aussi, c'est ça. C'est de l'affirmer, comme je me parlais un peu de mon exemple de Strawberry tout à l'heure, mais c'était vraiment de façon que, avec convaincant. Ah oui. Puis la façon que la réponse revient, tout ça, c'est qu'il affirme. Il est pas capable. Il peut pas. En fait, l'application est pas faite de façon à dire j'ai pas la réponse, je sais pas. Donc, tout simplement. Donc c'est pas mal ça sur les installations dont on pourrait parler longuement, je crois. Sinon, revenons tout ce qui est les propriétés intellectuelles de droit d'auteur. Ça a été revenu, on en a parlé aussi un peu plus dans l'actualité. Mais comme vous savez, toutes les, euh, les, euh, les données qui font partie des ACRI, les données qui ont entraîné justement la capacité de ces outils d'IA, ces informations trouvées sur Internet, des livres, des données, toutes sortes de données qui sont capables de récolter et de faire. Mais certaines personnes, comme par exemple le journal du New York Times, ce journal américain, ou des célèbres auteurs comme John Grisham, ils ont intenté des poursuites contre OpenAI et Microsoft pour violation de droits d'auteur parce qu'ils ont dit, nous, on n'a jamais donné l'accord d'utiliser le matériel qu'on a créé, qu'on a publié, même si c'est disponible sur Internet. On n'a jamais eu d'entente. J'ai pas trop fait le suivi, qu'est-ce qu'elle fait. Je sais que c'était en cours, puis il y a différentes choses qui se sont passées. Là, je pourrais pas vous renseigner exactement où ce qu'on en est par rapport à ça, mais c'est quelque chose auquel, même nous, en tant qu'individus qui utilisent, des fois, on ne sait pas si ce qu'on utilise, c'est quelque chose qui peut être utilisé. C'est pas parce que c'est Internet, ça que ça nous appartient. Alors, bon, c'est une des choses auxquelles qui sont en train d'être adressées par les tribunaux, à voir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Ensuite, l'utilisation questionnable de l'IA. Ce matin, on peut parler littéralement de Shadow AI, en fait. Je sais pas si tu vous, peut-être moi je suis très friande de nouvelles et d'informations. Et j'avais un autre exemple pour vous, mais ce matin, il y avait une petite nouvelle fraîche que je voulais partager avec vous. C'est que le directeur intérieur du CISA aux États-Unis, le Cyber Security and Infrastructure Security Agency, aurait téléchargé des documents sensibles dans la version publique de ChatGPT, selon le site Politico. Donc, c'est ce que je veux dire par l'étudiant candidat, mais je pense que pour la plupart d'entre vous,
qui disant, on sait que le risque humain, il est là. Le risque humain est toujours présent, peu importe les études technologiques qu'on utilise. Et également, comment je dirais, et mon point pour celui-là, c'est soit les gestes qui sont posés par des personnes qui pourraient créer des préjudices, ou encore, l'autre exemple que j'ai pour vous, ça serait l'information qui peut être produite avec l'IA, comment ça peut être utilisé de façon, quel serait le terme que j'utiliserais? Euh, biaisé. Je vais vous donner un exemple, puis vous me suggérez un terme. Ok? Dans le chat, puis on va savoir Carl, vous me suggérez un terme pour ça. La compagnie aux États-Unis qui s'appelle SAG Entertainment, qui est en fait le Madison Square Garden Entertainment, il est propriétaire du Madison Square Garden à New York, également la salle de spectacle Radio Hall et plusieurs accès, a décidé, en utilisant la reconnaissance faciale, d'interdire l'accès, puis là, suivez-moi, parce que des fois, c'est un peu à des salles, à des personnes, disons que vous avez un billet. Je sais pas, moi, vous allez voir, je sais pas quel artiste est up en ce moment, surtout chez les jeunes, j'ai aucune idée, mais je veux dire Taylor Swift, parce qu'on en parle beaucoup dernièrement. Alors, vous avez un billet pour aller voir Taylor Swift, vous achetez un billet, et là, si vous avez le malheur de travailler pour une firme d'avocats, avec lequel, qui a comme client quelqu'un qui est en litige avec Madison Square Garden, il vous interdit l'accès. Donc, vous arrivez avec votre billet, il a été chercher vos informations parce que souvent les firmes d'avocats, vous avez les photos sont sur les sites web de ces firmes, justement pour promouvoir leurs professionnels. Alors, ils vont chercher cette information, ils scannent, ils vont arriver à l'entrée, ils vous scannent. Ah, non, pas vous. Vous travaillez pour une firme, je vais interdire l'accès. Même si tu as payé ton billet, on s'en fout. Basta. Donc, alors, il y a ces choses-là aussi. Je sais qu'il y a eu certains litiges été allé en cours, mais je pense que vous réalisez, puis je vous apprends rien en vous disant que tout ce qui est légal et surtout ici en Amérique du Nord, un peu plus avancé en Europe, mais qu'on est vraiment à des années-lumière où ça n'existe tout simplement pas dans le cadre de la loi pour encadrer ce genre de comportement. Puis bon, on pourrait en parler pendant très longtemps. Je pourrais avoir beaucoup d'exemples pour vous là-dessus. Et puis ça fait partie aussi, ben, ça adresse aussi les enjeux de vie privée aussi qui sont peu encadrés. Puis bon, là, on peut parler du GDPR, puis de loi 25, tout ça. Donc, bref, beaucoup de matière à adresser par rapport à ça. Ensuite, le rôle envahissant de l'IA. Puis ça, je pense que ça, c'est évident pour tout le monde. C'est partout. On peut pas échapper, que ce soit nos téléphones, par exemple, ou ben, faire une recherche Google. Honnêtement, moi, ça m'agace personnellement. Mais bon, de faire une recherche et puis me dire, ben, OK, je fais une recherche, puis il me fait un résumé et tout ça, j'en ai pas besoin pour le trois choses. Donc, il y a ça. Et ça me fait penser à une fois, je vais à une rencontre d'individus pour une activité bénévole, heureusement. Et là, il y a plusieurs personnes qui étaient soit pas disponibles, qui n'arrivaient pas, mais ils avaient tous des assistants de meeting IA de rencontres IA, de sorte de notes, excusez-moi. Et là, finalement, il y avait plus de ces applications qui étaient en ligne que de personnes dans le meeting. Bref, je vous laisse décider que c'est ça. Je ne remets pas le fait que la technologie nous aide dans beaucoup de choses. Je veux dire, j'ai utilisé même un peu d'IA dans le cadre de ma recherche pour m'aider sur certains points, mais des fois, quand c'est partout, est-ce que c'est vraiment nécessaire? À voir. Et pour terminer, ben, l'autre point aussi que je voulais soulever, ben, les enjeux, l'impact environnementaux, on en parle. Je pense qu'on en parle de plus en plus. Ben, ça a un impact environnemental significatif, ça consomme énormément d'énergie. Euh, donc, par exemple, si on peut le comparer, c'est juste le fait de survivre sur Internet pendant un an, ça produit plus de CO2 que 1400, ben, ça c'est des données que j'avais trouvées, là. C'est sûr qu'on peut trouver d'autres choses. Ça produit plus de CO2 que 1400 km parcourus en voiture. Ça, c'est juste de naviguer sur Internet. Les ressources d'IA sont vraiment beaucoup plus énergivores que ça. Selon une étude de l'Université de Massachusetts, le fait de juste d'entraîner ces modèles peut mettre jusqu'à 626 000
j'ai bien dit 626 000 kilogrammes de CO2, qui est à peu près l'équivalent de 125 allers-retours entre New York et Pékin en avion, ou 5 fois les émissions d'une voiture moyenne quand tu peux vivre ici. Donc, sur ce point, je vous laisse un peu réfléchir là-dessus. Mais pourquoi je voulais l'emmener, c'est qu'en tant qu'organisation, on parle de changement climatique, on parle de vouloir réduire notre empreinte écologique, faire des choix. Donc, en utilisant ben, l'IA, ça peut être un frein, ça peut être un ralentissement pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Maintenant, ben, la sécurité d'IA, des systèmes d'IA génératifs. Ben, comme système, ce sont des systèmes à sécuriser. Je vous apprends, au niveau des brèches de données, je pense que je vous apprends pas quelque chose, je vous apprends rien de nouveau. Tout système doit être protégé pour éviter que des personnes rentrent dedans et ben, tous, je pense que dans les dernières années, on a parlé en l'enjeu des brèches de données. Je pense que quotidiennement, on entend des entreprises ben, qui se font soit hacker, ils sont hackés et tout ça, et puis les systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas exclus de vivre ce genre de situation. Donc, ça, c'est un jour, donc confidentiel. Donc, même les systèmes fermés ou systèmes en termes d'entreprise, mais comme pour tout système, on va s'assurer que c'est bien sécurisé pour éviter que, par exemple, les données confidentielles, que ce soit vos données confidentielles ou celles de vos clients, ben, se retrouvent euh, dans ce nouveau réseau qu'on appelle Internet. Euh, et il y a aussi les types d'attaques, en fait, qui peuvent paraître les types d'attaques de jailbreak. Que certains d'entre nous sont un peu plus familiers. Mais c'est vraiment, malgré des restrictions qui sont mises par les développeurs, puis bon, c'est pas toujours que les restrictions sont été mises, dépendamment euh, de, de la société. Euh, en tout cas, dans les médias, on en parlait de certaines plateformes qui mettaient toujours en puis vient la question, est-ce qu'il y a des contrôles qu'on mis en place, puis ces contrôles-là sont faciles à justement à je cherche le terme, mais à vraiment à trespasser ou passer à travers ces systèmes-là pour pouvoir faire que ben, ils prennent contrôle littéralement de la plateforme euh, et font en sorte que les gens peuvent avoir des comportements non désirés ou malveillants. Il y a aussi ben, l'attaque de psychologie inversée, ça a été vu littéralement. Donc la psychologie inversée, c'est quand vous utilisez un mécanisme pour essayer d'utiliser un plaidoyer ou une croyance, un comportement contraire pour obtenir ce que vous voulez finalement en espérant que ça va vraiment persuader la personne et de dire, ben, si elle dit non pour ça, ben, je vais lui donner ce qu'elle veut finalement, ce qu'elle cherche à avoir. Donc, dans certaines conversations avec certaines plateformes d'IA, ben, ça a été vu que c'est quelque chose qui est possible de faire. Et par exemple, il y avait mon cas aussi de convaincre une liste, par exemple, d'avoir une liste de sites web pour, par exemple, le téléchargement de films piratés. Euh, Alors, bon, c'est une réalité, une façon qui peut affecter les choses, pardon, mais peut affecter justement les plateformes d'IA qu'on utilise. Et ensuite, les attaques de type d'injection, ben, certains sont familiers avec les injections SQL. Alors, c'est le même type de choses, en fait. C'est vraiment la capacité de rentrer dans le système et vraiment d'y aller mettre des choses, des éléments, des raisons malicieuses, de prendre, de raquer dans le système, tout ça, qui peut justement affecter la plateforme. Et donc, donc, ça pourrait me permettre justement d'exécution de codes non désirés, d'exploiter des vulnérabilités aussi. Euh, puis les risques qui sont vraiment les plus communs par rapport à ça, c'est ben, la propagation des informations, de mauvaises informations. On revient un peu qu'on a parlé un peu plus tôt des hallucinations. Donc, ça sera la génération des billets aussi. Ça, c'est quelque chose que on va en parler un petit peu plus tôt, mais c'est une réalité, la perte de crédit de données, l'exploitation des systèmes en aval. Donc, ce sont des réalités au niveau de la sécurité. Ben maintenant, rentrons dans notre vif de sujet qui nous concerne un peu plus, une fois qu'on a fait ce tour par rapport à ce que est l'intelligence artificielle, un peu comment ça a débuté, puis comment ça s'est un peu inséré dans nos vies quotidiennes. Et bien sûr, ben, en tant qu'auditeur, l'IA peut apporter différents avantages. Mais bien sûr, il y a toujours des éléments, des défis auxquels on fait face dans l'utilisation de cet outil.
Pour arriver un peu à ça aussi, c'est que dans le cadre de ma recherche, oui, je suis allée voir qu'est-ce qui arrive au niveau des terrains, un peu qu'est-ce qui est fait justement dans l'environnement. Mais ensuite, j'ai vraiment été voir sur le terrain qu'est-ce que les auteurs vivaient par rapport à ça. Je vous ai mis certains éléments, mais si vous avez des questions pour pousser un peu plus loin, je suis en mesure de pouvoir y répondre un peu plus loin à ce niveau-là. Donc, alors, je vais pas vous refaire un cours d'audit, mais les situations qui sont observées dans les étapes d'audit, ben, au niveau de l'application, tout ce qui est le support aux tâches de recherche, puis quand je parle de recherche, je veux faire un audit sur, je sais pas moi, un processus de gestion des incidents, quels seraient par exemple les éléments les plus... puis là, je mets un peu de comment je peux l'utiliser moi pour vous donner un peu une idée, mais c'est ça, je veux auditer le processus en disant quels seraient les éléments à regarder. Donc, au niveau de la planification, ça peut être utile à ce niveau-là aussi. Euh, Ensuite, ben, l'évaluation des risques et des contrôles internes. C'est sûr que l'IA a cette capacité de pouvoir ben, analyser des documents, des documents complexes, tels que ben, des contrats, des procédures, des politiques, analyser les comptables, faire un résumé, ce genre de choses. Donc, c'est pas intéressant aussi lorsqu'on est vraiment dans la phase d'évaluation du risque du contrôle interne de l'organisation. Ensuite, ben, toute la collecte des éléments planifie justement l'analyse des données non structurées. Jusqu'à maintenant, il y avait déjà des outils, dont certaines d'IA aussi, parce qu'on ne sait pas que l'IA, comme démontré, c'est pas quelque chose qui est arrivé juste récemment, mais ça était capable d'analyser des données structurées. Maintenant, l'IA générative, ce qu'elle a apporté de vraiment beaucoup plus intéressant, c'est de pouvoir analyser des données non structurées. Puis je pense que peut-être tous, plus on a vécu, ou ce qu'on a des analyses, puis on est obligé d'essayer de formater tout ça pour essayer d'avoir une vue d'ensemble. Mais ça, c'est vraiment génial de pouvoir analyser des données non structurées. Et ce qui amène aussi au niveau de la surveillance en continu, parce que il analyse tout ce qui est de la population totale vers cet échantillon. Donc à ce moment-là, comme l'IA a une très grande capacité, ben, elle est capable d'analyser, elle aurait potentiellement, je ne l'ai pas non, mais elle aurait potentiellement euh, l'avantage et le bénéfice de pouvoir analyser la population totale versus que nous se limiter à un échantillon. Et c'est sûr que l'avantage pour ça, ben, ça nous permettrait d'être encore beaucoup plus efficace et de trouver ben, s'il y avait plus d'erreurs ou de réduire notre coefficient. Le terme échappe, mais je pense que vous allez ce que je veux dire, mais qu'on est vraiment capable d'être beaucoup plus efficace à ce moment-là lors de nos audits. On n'est pas uniquement limité à un échantillon. Et la surveillance en continu, d'être capable de le faire ben, à l'année longue et tout ça, d'être capable de nourrir, de fournir des informations que vous pouvez analyser de façon que juste se limiter à une période de temps dans l'année ou dans la période dans laquelle votre audit. Puis là, je me limite pas que l'audit TI, audit opérationnel, audit financier, peu importe le type d'audit que vous faites. Ensuite, mais l'évaluation des preuves, les tests de contrôle aussi. On a déjà parlé d'analyse des documents au niveau de l'évaluation des risques et du contrôle interne. Ben, c'est la même chose aussi à ce moment-là aussi. Les documents, vous savez qu'on reçoit beaucoup de documents justement à analyser, d'éléments à regarder. Donc, c'est très, euh, c'est très intéressant pour ça aussi. Et puis faire des tests automatiques aussi, automatiser certains tests qu'on aurait pu à faire de façon manuelle. Donc, ça pourrait permettre vraiment d'automatiser beaucoup de tests à ce moment-là. Puis c'est sûr que en tant qu'auditeur, on trouve que tout ce qu'on peut arriver à automatiser nous permet de réduire le risque d'erreur humaine. Ça, c'est un avantage que nous aimons tous. Puis tout ce qui est l'aide à la rédaction, aussi, que ce soit les courriels, les communications, les rapports, les lettres et tout dépendamment comment, dans votre organisation, comment vous procédez à cette façon de faire, de communiquer les étapes de l'ordi. C'est sûr que moi, dans mon cas, au BVG, on a un processus euh, ben, déterminé de la façon de faire aussi. Puis bon, c'est sûr qu'il y a les subtilités, que ce soit en audit interne, en audit externe, et je vous passe tous ces éléments-là. Donc,
C'est un peu là où que, justement l'utilisation de l'IA générative a été observée, enfin du moins au premier littérature de ce que j'ai vu, pour réaliser les outils. Par contre, puis comme j'avais dit, il y a toujours des défis spécifiques qui sont reliés euh, à l'audit. Le premier, ben, la confidentialité des données. Je pense que c'est un souci que nous avons tous. Donc, c'est vrai qu'au moment, quelles informations qui sont mises dans l'information, en tant qu'auditeur, je pense que je vous apprends rien de nouveau. On est très conservateur et c'est sûr qu'on fait très attention au genre de données qu'on pourrait transmettre dans la plateforme parce qu'une fois que l'information elle est dans la plateforme, ben, elle est partie. L'exemple que je vous ai parlé un peu plus tôt de Politica, là, du directeur de la CISA aux États-Unis, ben, en fait, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est qu'ils avaient des contrôles en place, ce que j'ai lu très rapidement ce matin, des contrôles en place, tout ce qu'il y a une alarme qui a été déclenchée, qui a dit, oh, oh, ce type-là nous sort d'informations qu'on ne devrait pas. Mais on s'entend que l'alarme, c'est fantastique parce qu'au moins, ça a déclenché qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé, mais les informations sont perdues dans la plateforme. Donc, ils vont pas pouvoir les récupérer ou les effacer. Donc ça, c'est vraiment le défi. Ensuite, ben, la transparence, stabilité. La plainte qui a été beaucoup, puis ça, c'est pas juste dans mon domaine, mais partout, c'est une boîte noire. Comment elle fonctionne, comment elle arrive à cette décision-là, comment le résultat qu'elle nous donne, quel a été le cheminement de, j'allais dire pensée, mais pas encore une dire, de la machine. Quel est le processus que la machine a fait pour arriver au résultat que j'ai obtenu et comment je peux justifier qu'en tant qu'auditeur, ben, c'est quelque chose qui fait partie de notre éthique de travail, d'être capable d'être transparent et capable d'expliquer ce qu'on a fait comme travail. Les billets d'auditeurs existent comme dans tout. Et comment on s'assure justement que la plateforme ne sont pas des billets d'auditeurs et que nous, on n'inclut pas justement dans le travail. Donc ça, c'est sûr que c'est un défi très important. Et pour la suite, ben, la robustesse sécurité, on en a parlé un peu plus tôt, que ces plateformes-là, ben, il faut les sécuriser comme les quoi qu'on utilise, avec ben, les bonnes pratiques que je ne pourrais pas la leçon que vous connaissez ou que vous savez trouver, mais que c'est vraiment des choses à considérer aussi. Puis, je vous parle de tout ce qui est la gouvernance aussi, les utilisations, puis les organisations, gouvernement, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Mais ce sont vraiment, spécifiques à l'audit, ces éléments-là sont les plus, comment dire, les plus concernants par rapport à ce que nous, notre utilisation, on veut faire. Là, ce sera un peu que j'ai observé sur le terrain. Comment ils l'utilisent, comment les auditeurs l'utilisent, qu'est-ce qu'ils apprécient, c'est quoi les avantages, quels ont été les défis. Les avantages, les améliorations, ben, le moteur de recherche avancé, comme il dit, ben, quand tu cherches quelque chose de très spécifique, je dirais, par exemple, l'exemple que je vous ai dit, pour prendre l'exemple que j'ai dit plus tôt, juste de faire un audit sur le processus de gestion des incidents, quels éléments seraient intéressants à regarder. Donc, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup ce genre d'éléments ou colliger plein d'informations, par exemple, de différents sites ou d'informations qui sont disponibles pour le web dépendamment du contexte de l'audit et du type d'audit, ben, beaucoup d'auditeurs ont trouvé ça intéressant. Puis je tiens à préciser aussi que dans le terme de ma recherche, je ne me suis pas limitée que les auditeurs, puis comme dit le sujet, que les auditeurs TI. J'ai vraiment été dans tout type d'auditeurs, que ce soit financier, performance ou TI. On fait partie justement au niveau de la recherche. Ben, la rédaction, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour la rédaction, pour, il disait avec le nombre élevé de communications justement qui existe dans le cadre des audits, ben, il y en a beaucoup qui l'ont beaucoup aimé de pouvoir l'utiliser pour aider à rédiger, que ce soit un rapport, les communications par courriel, peu importe. Donc, ça peut être une aide intéressante aussi. Puis aussi au niveau de la traduction aussi, des fois, de traduire certains éléments. Il y a des applications qui sont plus disponibles en anglais et pouvoir le traduire ou vice-versa, mais ça peut être très utile comme, comme outil qu'ils ont trouvé utile. Ben, l'analyse de données aussi, de grands formats de données. On va parler de données non structurées. Mais ça aussi, ils ont trouvé que c'était vraiment intéressant. Puis l'exécution de certains tests. Ça aussi, ils ont trouvé que l'outil était vraiment intéressant. Et tout ce qui est, ben, bien sûr, enregistrement lors des rencontres, les transcriptions de ces rencontres,
la prise de notes, les résumés. Donc, c'est pour ça que je me dis, il faut pas que je tape trop fort sur les assistants AI, comme je vous disais un peu plus tôt, mais que ça peut être utile, mais c'est sûr que ça demande que la personne à qui vous parlez peut décider de ne pas vouloir que sa rencontre soit enregistrée, et par contre écrit, qu'il n'y a pas de prise de notes, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr qu'il y a cette limite-là aussi. Les gens doivent avoir le choix. On aimerait que les gens aient le choix de pouvoir décider ce qu'ils veulent faire ou pas lors des rencontres. C'est pas tous nos auditeurs. Ils sont à l'aise avec cette notion de se faire enregistrer, que l'information soit. Mais les avantages, mais le souci de confidentialité, les auditeurs que j'ai rencontrés étaient vraiment soucis, puis je pense que c'est quelque chose qui me rejoint également en tant qu'auditrice, la confidentiation puis les données, comment elles sont protégées. Est-ce que je mets ces informations-là? Je suis pas certain, c'est un client, c'est une information sensible. Est-ce que c'est sensible à ce point-là? Donc, c'est quelque chose qui revient tout le temps, qui fait que je pense que tous ceux que j'ai parlé ont vraiment émis une très grande réserve par rapport à l'utilisation, par exemple, de l'IA à cause principalement de ce souci de garder les données confidentielles et de protéger les données qui viennent à leurs mains, justement, dans le cadre de leurs audits. Donc, je pense que ça, c'est un frein très important dans le monde de l'audit, de l'utilisation de l'IA générative. Ensuite, ben, tout ce qui est, on en parlait un peu plus tôt, l'erreur et l'hallucination. Obligé ben, obligé, mais c'est important la validation des résultats parce que ben, les erreurs sont présentes, les annulations sont présentes, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Donc, ça demande vraiment de pouvoir de valider de informations, etc. Et dans certains cas, il y en a qui ont dit, ben, il y a certaines choses que j'ai faites puis là, ça a eu tellement d'erreurs où ça marchait pas vraiment. Donc finalement, j'ai décidé de retourner à la bonne façon manuelle ou la façon que je le faisais avant parce que ça me demandait plus de temps à essayer de savoir pourquoi ça fonctionnait pas versus ben, d'utiliser l'outil. Donc ça, la variable liée entre les accès disponibles dans les organisations. Ce que je veux dire par ça, c'est que certaines personnes avaient déjà, au niveau des organisations, certaines personnes avaient accès à un outil, soit interne, fait par les grandes firmes ont investi, ont créé certains des outils internes, des outils maison. Euh, Certaines personnes avaient accès aussi, par exemple, ceux qui ont Office 365 bien avec la licence Copilot. Donc, c'est ce qu'ils avaient dans l'organisation. D'autres avaient accès tout simplement à la version publique de ChatGPT avec dans la gouvernance qui dit ben, faites attention à ce que vous utilisez euh, par rapport à ça. Puis là, je vois Carl. Donc, Carl, est-ce que tu as une question pour moi ou quelque chose? Absolument, Marcha. Donc, on a une question là, d'un participant. Comment l'IA générative peut aider à l'analyse de données? Dans quelle situation puis quel type de tests qui peuvent être faits? Mais dans l'analyse de données, c'est par exemple, vous savez, des fois, on prend beaucoup des données Excel non configurées et tout ça. Donc, on peut simplement le mettre et puis l'analyse, l'IA est capable de regarder, ben, de faire des résumés, analyser des tendances et regarder tout par rapport à l'information sans avoir nécessairement à le dire des direct. Ben, en fait, ça dépend que tu veux voir, mais ça peut être des tâches spécifiques. Tu dis, ben, j'observe tel type d'analyse. Est-ce que, quel type de tendance, pardon, quel genre de personnes, de choses que je peux voir. Ou encore, ben, pour différents des tests, ben, c'est vraiment de lire ces données aussi. Ou par exemple, les politiques, peux-tu faire la politique, me sortir, est-ce qu'il y a tel élément, par exemple, la politique? C'est des exemples, par exemple, que ça peut être utile pour. Merci. Plaisir. Alors, on continue, oui. Et puis, alors, ce que je parlais de la variété des accès par rapport justement que les gens ont différents types de licences, différents types d'accès en fait. Donc, les accès sont pas les mêmes pour tous. Et même au sein des organisations, certains étaient dans un projet pilote. Donc, certains avaient comme une licence pro, si on veut, là, une licence beaucoup plus avancée. Genre une licence de base. Ces gens-là devaient éventuellement maîtriser l'outil et devenir un peu des ambassadeurs de l'outil par la suite. Donc, c'était un peu là où je suis arrivée. Puis les limites significatives, ben, en fait, je voulais en être voilà, parce que on voit encore beaucoup de choses, que bon, il y a encore de choses à faire aussi. Il y a des gens aussi qui avaient accès à la formation, pas accès à la formation. Et puis je pense que le temps de savoir en tant qu'auditeur TI, on a déjà un intérêt pour les TI.
Donc, on est beaucoup plus curieux, beaucoup plus tendance à aller chercher, à aller voir comment utiliser l'outil, comment on peut l'utiliser versus les autres types d'auditeurs. Fait que je pense qu'il y a aussi un intérêt des fois d'avoir si on dirait la technologie en tant qu'auditeur peut déterminer si on l'utilise ou on l'utilise pas du tout ou très peu. Alors, la vision de l'avenir, un peu émis par les personnes avec qui j'ai la chance de discuter, ben, pense que ça pourrait éventuellement, avec les améliorations qui seront apportées avec l'IA générative, parce que plusieurs d'entre eux ne pensaient pas que ça pouvait se faire comme maintenant avec ce qu'on a mis à notre disposition, mais que ça pourrait éventuellement remplacer certaines tâches dans les audits. Ben, des tâches plus complexes aussi, que ce serait réservé aux auditeurs, donc on aurait les choses beaucoup plus simples et manuelles à faire par générative et qui pourraient être faire en plus grande quantité, comme j'ai parlé un peu plus tôt. Mais tous étaient d'accord pour dire que les contrôles de validation sont cruciaux, ils doivent être mis en place parce que à cause des associations et des erreurs qu'on a discuté un peu plus tôt, que c'est vraiment important de faire ça aussi parce que les erreurs peuvent facilement se glisser, comme vous avez vu un peu dans les cas un peu cocasses et d'autres beaucoup moins drôles par rapport à les résultats. Et ensuite, ben, comme on parlait aussi, comme tout outil, ben, des contrôles de sécurité doivent être mis en place par les organisations pour s'assurer que les outils qu'ils utilisent, ben, on les contrôles de sécurité euh, euh, en place pour s'assurer ben, de garder l'intégrité et la protection de l'utilisation de ce qui est mis dedans pour limiter justement à qui ont accès. Donc, c'est un peu comme on le voyait que l'IA générative pouvait apporter dans l'audit, mais alors c'est comme un mélange des choses à venir, mais on attend de voir aussi comment la, la technologie va continuer à se développer. Mais bon, si vous savez l'actualité, il y a beaucoup de choses qui risquent d'arriver. Dernièrement, on commence à parler que c'était pas utilisé comme les développeurs ou les émetteurs de solutions pensaient qu'on allait utiliser ces applications. Donc, pour moi, c'est toujours à voir comment ça va être, ça va développer, vers où on s'en va justement avec cette technologie. Et ça conclut un peu ce que je vais faire. Puis là, alors j'espère que je vous ai donné un petit peu une vue ben, un peu la recherche que j'ai fait. Il y a ceux des interviews que j'ai fait avec les auteurs à ce niveau-là aussi. Puis bien sûr, pour pouvoir me baser là-dessus, pour partir un peu, émerger mon idée un peu de ce que je voulais faire, ben, j'ai utilisé certaines publications d'Isaka que je recommande, qui étaient très intéressantes, qui parlaient de plusieurs des enjeux que j'ai adressés, d'autres choses qui était très intéressant, en fait. Ben, le premier, c'est The Promise and Peril of the AI Revolution Managing Risk, donc vraiment la gestion des risques par rapport à l'IA. Et je trouvais ça assez intéressant. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce document-là et je l'utilise très souvent aussi lorsque je parlais d'IA. Je trouve qu'il est vraiment bien fait et très intéressant comme white paper qui nous a offert par Isaka. Je sais pas si j'avoue que j'ai pas vérifié s'il y a une version française. C'est peut-être possible que maintenant il y en a une, je sais pas. Euh, pour l'autre, Leveraging Qubit for Effective AI System Governance. Donc, tu sais, je vous ai parlé de contrôle et tout ça, mais on revient toujours à l'idée de gouvernance des systèmes IA. Donc, je vous recommande également cet excellent document aussi qu'on a en tant que membre d'ISACA auquel on a le droit qui nous permettent de pouvoir ben, s'informer et puis de mettre les contrôles en place pour pouvoir utiliser de l'IA générative. Donc, c'est un outil comme tant d'autres. Donc, c'est de comprendre ses avantages, ses limites et de l'utiliser à bon escient, comme je dirais. Donc, alors, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention.